Bonjour, bienvenue dans le podcast L'art du self-love, le podcast qui parle d'amour de soi, de relation à soi, d'estime de soi. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir dans le podcast Amandine Dupré. Est-ce que tu peux te présenter, me dire un peu qui tu es, ce que tu aimes, s'il te plaît? Avec plaisir. Merci déjà pour l'invitation, Elora. Alors, pour me présenter, je dirais, dans un premier temps, que je suis amoureuse de la vie. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Je suis passionnée par la nature, je suis passionnée par l'art, par la lumière, par la couleur. Et voilà. Et j'adore, regarder les petites choses merveilleuses du quotidien. Sinon, à part ça, je suis entrepreneur également. J'accompagne les femmes qui sont entrepreneuses, mais qui sont aussi sensibles et engagées, celles que j'appelle les leaders de cœur, du coup à expandre leur activité pour impacter positivement et massivement le monde. Et sinon aussi, dans la vie, j'ai 2 chats, j'ai un chéri et un petit garçon de 2 ans. Super, je te remercie. Je vais te poser une question que je pose souvent, c'est spontanément, le self-love, ça t'évoque quoi comme ça, en quelques mots? Alors, l'amour de soi, je dirais que c'est tout un parcours, c'est même le parcours de chacun et de chacune. Et moi, ça me touche particulièrement parce que je m'appelle Amandine, qui vient du verbe aimer en latin. Et pour moi, ça a été vraiment un challenge, mais on pourra en reparler, vraiment, de... Voilà, j'ai dû reconstruire finalement tout l'amour que je me porte aujourd'hui. Mais pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça m'évoque, l'amour de soi? C'est la relation la plus honnête qu'on peut avoir avec soi, avec ses émotions, avec son corps et avec son histoire. Et si tu regardes ton parcours, comment t'as construit ta relation à toi? Est-ce que tu t'es toujours aimé? Alors, comme je le disais juste avant, ça a été genre le parcours du combattant. Parce que on va dire que dans la vie, voilà, j'ai tiré des cartes qui n'étaient pas hyper fun. Déjà, j'ai grandi dans une famille avec une histoire compliquée. Donc j'ai ma maman qui était bipolaire et du coup, le fait d'avoir une famille hors norme, quand on est enfant, encore on s'en rend pas trop compte, mais quand on est adolescent et qu'on veut se construire, qu'on veut construire une vie normale, et c'est très compliqué. Donc naturellement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une énorme carapace sur mon histoire, sur mon vécu, pour faire comme si tout était normal, alors que clairement, rien n'était normal dans mon histoire. Donc ça, c'est la partie sur l'histoire familiale. Ensuite, y a toute la relation au corps, puisque et oui ici la relation au corps, parce que quand on passe l'adolescence, quand on est une fille, il y a des changements qui s'opèrent et qui sont plus ou moins faciles à passer. Enfin, je pense que je sais pas toi, mais c'est vrai que l'adolescence, ça a été une période complexe pour accepter un nouveau corps, voir que les formes changent, et puis j'ai pris du poids, etc. Donc, c'était assez compliqué de m'aimer. En plus, j'avais les cheveux bouclés, à une époque où, littéralement, je me suis attaché les cheveux toute mon adolescence. Donc, et après, je me les suis lissés pendant très longtemps, parce que c'était pas normal, et puis c'est compliqué à se coiffer. Enfin, donc il y a ça, ce parcours compliqué avec un corps qu'on aimerait autre finalement, parce qu'on se compare énormément quand on est adolescente. Et je pense que bah, quand on est enfant, en fait, on se pose pas énormément de questions. On vit et on accepte parce que pour nous c'est normal, naturel. Je dis ça parce que du coup, comme j'ai un fils de 2 ans, je revois un peu le parcours que j'ai pu faire et j'extrapole un peu par rapport à ça. Et en fait, l'adolescence vient amener des couches de jugement, de comparaison, de le changement inhérent à l'adolescence, etc. Et le regard des autres qui devient plus intense, plus jugeant. Ce qui fait que quand on arrive à l'âge adulte, moi j'ai vraiment ressenti le besoin de reconstruire finalement cet amour de moi, parce que j'avais l'impression d'être genre ma jauge, elle était à zéro quasiment.
parce que je me respectais pas, je respectais pas mes émotions. Dans une famille, on parle pas beaucoup d'émotions ou c'est quelque chose qui était, enfin, c'est pas tabou, mais c'est juste pas naturel. Et pour moi qui suis hypersensible, ça a été très compliqué. Où j'ai bien compris que dans la vie, dans la manière dont j'étais élevée, il fallait que je cache mes émotions. Donc ça aussi, ça fait partie du chemin de la reconquête vers soi, finalement. Mais du coup, tu as parlé du physique, mais ensuite tu as parlé des émotions, donc c'était vraiment global en fait. C'était pas porté que sur un aspect. Il y avait aussi ta personnalité aussi. Peut-être que tu pouvais avoir un peu du mal à accepter, c'est ça? Ah bah complètement, en fait, c'était compliqué pour moi. En fait, il y avait trop de données dans l'équation. C'est ça le truc, c'est que avec une histoire familiale très compliquée, le fait de pas s'accepter, le fait d'être dans une famille où on parle pas, où il y a plein de non-dits, où les émotions sont pas acceptées, où on se compare beaucoup. Et ben en fait, moi j'ai ressenti le moment où je suis allée faire mes études, mais comme une libération. Parce qu'en fait, je sortais de cette espèce de cocon familial qui, à la fois, a fait la personne que je suis aujourd'hui, mais qu'on peut considérer aussi de toxique par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et en fait, le fait de m'auto-gérer, de vivre par moi-même mes propres expériences, de vivre toute seule, ben, en fait, c'était un peu la bouffée d'air frais pour me dire, ok, en fait, la vie, c'est pas juste ça. Il y a autre chose qui est possible. Et après, ça a été un chemin qui s'est construit vraiment petit à petit. Euh, et je suis toujours sur le chemin. Et c'est ça que je trouve passionnant avec l'amour de soi, c'est que chaque événement et chaque rencontre vient justement questionner est-ce que je m'aime assez pour. Est-ce que je m'aime assez pour dire la vérité à cette personne? Est-ce que je m'aime assez pour avoir le courage de mes opinions, de passer à l'action, etc. Donc, c'est le parcours de l'amour de soi. C'est un parcours passionnant. Mais j'adore ce questionnement. Est-ce que je m'aime assez pour? Je trouve que c'est une question qui est particulièrement puissante et que personnellement, je n'ai jamais entendue. Donc, merci pour cette pépite. Je pense que ça va parler vraiment à beaucoup de personnes. Et du coup, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y a, dans ton parcours, tu as eu un déclic, quelque chose qui t'a aidé à transformer ta relation à soi ou alors des rencontres? Tu as parlé du fait d'avoir quitté le foyer familial. J'imagine que ça en a fait partie. Est-ce qu'il y a eu d'autres éléments? Alors oui, il y a plusieurs éléments qui ont jalonné ce parcours d'amour de soi. Si je fais la chronologie, qu'est-ce qui arrive ensuite Qu'est-ce que j'ai fait Alors, paradoxalement, le burn-out, ça a été un élément qui est venu montrer un gros manque d'écoute de soi. Dans le sens où, pour refaire le parcours, donc j'ai fait mes études, je savais pas trop quoi faire dans la vie, du coup j'ai fini prof. Professeur des écoles, j'étais passionnée, j'aime la transmission, pourquoi pas. Ça s'est bien passé pendant un petit moment. Et puis, le fait que j'ai été longtemps coupée de mes émotions, de mon ressenti, à un moment, quand tu es enseignant et que tu es face à 30 enfants qui te sursollicitent toute la journée, à un moment, le corps, à force d'envoyer des petits signaux, il se dit, OK, là maintenant, t'as pas compris le message, un jour, tu vas te réveiller et tu ne vas plus pouvoir bouger. Et j'étais là, ah ok, ça arrive, même à moi, même moi que je pensais invincible, ça m'arrive. Et en fait, sur le coup, c'est culpabilité, frustration, je suis pas assez, pourquoi moi c'est parce que j'ai pas assez travaillé, le cerveau un peu. Et forcément, j'ai été en arrêt de travail pendant 8 mois. Et ce qui a découlé de ça, c'est que j'ai bien compris, j'ai compris à ce moment-là que j'avais eu des signaux avant-coureurs, mais qu'en fait, j'avais mis des œillères pour ne pas les écouter. Donc ça a été vraiment un signal d'alerte très très fort pour me dire, ok, là, il faut vraiment que tu écoutes tes émotions, t'écoutes aussi tes ressentis,
Et la question que je posais tout à l'heure, est-ce que tu t'aimes assez pour? Eh ben, finalement, c'était un peu ça, c'était que je sentais que j'étais pas à ma place, que j'allais pas être prof toute ma vie, mais j'avais peur d'aller au-delà de ce confort, et en fait, je me sentais pas suffisamment en sécurité intérieure. Parce que oui, c'est ça, c'est que le pendant de est-ce que je m'aime assez pour, c'est est-ce que je suis suffisamment en sécurité à l'intérieur de moi pour oser faire des choses uniquement pour moi, dans ma direction. Et bien souvent, quand on a peur d'aller dans la direction qui nous appelle, c'est qu'on se sent pas suffisamment en sécurité avec qui on est, avec ses émotions, avec son ancrage. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont permis d'avancer sur ce chemin. Le confinement aussi a été un beau chemin de compréhension parce qu'en fait, j'avais du temps et ce temps, je l'ai utilisé pour écouter des podcasts et j'ai découvert le podcast de Clotilde Dussoulier, donc Change ma vie. Et effectivement, j'ai découvert une palette d'outils, j'ai eu plein de prises de conscience sur, ok, en fait, je peux changer la relation que j'ai à moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que les relations aussi que j'ai eues avec des hommes, à chaque fois, m'ont amené un cran de plus vers ok, je prends entre guillemets mes responsabilités et dans le couple, je prends ma place et je ne cède pas forcément la place à l'autre pour faire plaisir. Ça aussi, ça fait partie de l'amour de soi. Prendre sa place, assumer ses besoins, ses désirs, ses projets. Et ça, les relations donc amoureuses m'ont permis de traverser ça. Je dirais qu'il y a encore deux autres éléments de mon histoire qui m'ont permis ça. C'est déjà la maternité. Donc voilà, mon petit garçon a 2 ans et 5 mois et en fait, c'était pas prévu. À la base, moi, j'étais quelqu'un qui était pas hyper ouverte à la maternité, mais en fait, j'étais ok sur le fait d'un jour peut-être ne pas avoir d'enfant. Pour moi, c'était ok. D'ailleurs, ça a créé de sacrées discussions avec des amis qui, elles, étaient là. Oui, mais t'es une femme, on est faite pour avoir des enfants. J'étais là. Non, on est faite pour avoir le choix de si on en veut. Voilà. Et c'est vrai que j'ai rencontré l'homme avec qui je suis aujourd'hui. Et quand ça s'est présenté, c'est naturellement que ça nous semblait naturel en fait de le garder et de partir sur cette aventure-là qui a changé complètement ma vie, bien évidemment. Mais c'était pas prévu. Et, euh, et en fait, la maternité, le fait de voir grandir un enfant en soi, ça, ça change le rapport qu'on a à son corps parce que justement, on a à prendre soin de deux personnes en même temps. Et les femmes enceintes sont vues comme des personnes un peu fragiles, donc tout le monde fait attention à nous, etc. Mais c'est vrai qu'on voit des changements dans le corps et, euh, et tu vois, par exemple, moi j'ai découvert que les vêtements de femmes enceintes sont hyper confortables, hyper doux. Et j'étais là. C'est vrai que je mets des jeans un peu serrés. En fait, je peux aussi mettre des choses qui sont beaucoup plus douces pour moi. Je suis pas obligée de m'agresser la peau en fait juste pour parce que c'est la mode, etc. Tu vois. Et donc il y a ça, la maternité qui a vraiment été quelque chose où j'ai changé de rapport avec les vêtements, avec le soin que je m'apportais à moi. Et le dernier gros pilier qui m'amène vers encore plus d'amour de moi, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est genre euh, développement personnel, à fond, expansion personnelle à fond. Et donc, forcément, comme on est au centre de notre activité, de notre business, et que on est la première source d'idées, de création, d'énergie, on est aussi notre principal garde-fou. Et moi, j'ai, par rapport à mon parcours, cette vigilance-là de me dire, ok, j'ai à prendre soin de moi parce que c'est aussi je suis à l'origine de mon activité et c'est aussi pour ça que j'ai envie de 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 durer sur le long terme,
d'avoir cette créativité. Et ça demande aussi de prendre du temps pour soi, de gérer le stress, de gérer la quantité de travail. Donc voilà. Et puis ça demande aussi d'aller dépoussiérer ce qu'on ce qu'on met généralement sous le tapis. C'est vrai que je sais pas si j'avais été si j'étais restée prof, j'aurais autant avancé, cheminé sur mon histoire personnelle. Et tu vois, par exemple, le fait d'en parler naturellement, c'est hyper récent. C'est janvier 2026. Parce qu'en fait, avant, c'était toujours à l'intérieur de moi, mais il y avait énormément de rancœur, de frustration, d'injustice. Je me sentais vraiment pas à l'aise avec cette histoire. Et maintenant, je sais que si j'en suis là aujourd'hui et si j'ai développé cette résilience, c'est aussi parce que j'ai vécu ces moments qui étaient pas hyper cool et que j'ai su, grâce à une thérapie, apporter énormément d'amour, de bienveillance sur ces événements de mon histoire. Donc, euh, donc ouais, c'est pour ça que je parle d'un cheminement. C'est qu'il n'y a pas eu un événement et je me suis dit, allez, ça y est, je m'auto-kiffe quoi. Non, c'est vraiment à chaque fois les rencontres, les événements, ça fait enlever des couches que on se met sur nous pour se cacher à nous-mêmes, à qui on est vraiment. Et donc plus on avance, plus on enlève de couches et plus finalement on se sent en paix avec soi-même. Merci beaucoup, c'est hyper intéressant et ça rappelle à quel point effectivement c'est fait de jalons, c'est tout un chemin, c'est pas du jour au lendemain, même si effectivement il peut y avoir des étapes de vie, des déclics, des choses qui vont particulièrement nous marquer et nous faire avancer. Mais effectivement, c'est le travail de toute une vie d'apprendre à s'aimer Mm. vraiment. Et quand tu parles de couches pour devenir pleinement soi, j'ai un peu l'impression, pour moi en tout cas au stade où j'en suis aujourd'hui, que c'est un peu la clé ultime du jeu, qu'on est tous appelés en fait à incarner pleinement qui on est. Oui. Ah oui, Et oui, ça oui, passe aussi par l'amour de soi, parce ouais. qu'il faut s'aimer pour avoir, entre guillemets, le courage d'être soi. Mm. Ah bah complètement. Et, euh, et je dirais qu'il y a aussi une clé dont j'ai pas parlé, c'est la connaissance de soi. Et j'en ai parlé avec les outils, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément d'outils qui permettent de mettre, alors pas de découvrir qui on est, parce que on sait au fond de nous qui on est, mais de mettre des mots sur un fonctionnement unique. Et moi, ça m'a un peu rassurée de me dire, on parlait de human design avant le début de l'interview, de me dire que si je suis 2-5 et balance, et ben à la fois j'aime transmettre, j'aime voir des gens et j'ai besoin de moments seuls. Et en fait, ça vient juste légitimer légitimer, apporter des mots, mettre des mots sur une habitude, un fonctionnement naturel qui, moi qui regarde beaucoup les autres et comment fonctionnent les autres, qui avait remarqué qu'en fait les autres ne fonctionnaient pas comme moi. Et ce qui est intéressant, c'est plus on avance sur ce chemin de connaissance de soi, plus en fait on s'allège des jugements des autres. Et moi, c'est ce que j'adore avec les personnes âgées, c'est que du coup, elles en ont plus rien à faire des autres et elles sont vraiment beaucoup plus dans le don, dans l'échange et dans les choses beaucoup plus naturelles. Alors, parce qu'elles ont fait le chemin d'avancer dans la vie, d'enlever ses couches et puis de se dire, à un moment, oui, le regard des autres, ben, soit on fait avec, soit on fait sans, mais clairement, quand on fait sans, on se sent vachement mieux. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Et quand tu as parlé de la connaissance de soi, comme tu dis, moi, je trouve aussi que ça aide beaucoup de pouvoir poser des mots. Et aussi, pour moi-même, ça m'a beaucoup aidé, notamment l'astrologie, mais à mettre des mots pour me faire comprendre, en fait, auprès des autres, d'expliquer mon fonctionnement. Parce que même si on le connaît, il est intérieur, mettre des mots dessus, c'est pas toujours facile. Et le fait d'avoir des différents outils comme l'astrologie, comme le human design ou plein d'autres outils, ça aide énormément, je trouve. Ouais. Et une petite question un peu, je sais pas si ça va te parler, mais
j'ai l'impression que parfois, quand on apprend à s'aimer, bah, il y a des choses qu'on fait et qu'on se rend compte que finalement, ça nous a pas aidé. Il y a des choses, il y a des erreurs parfois qu'on fait, comme par exemple des personnes qui vont entre guillemets faker. Par exemple, ce truc du fake it until you make it, mais qui est pas du tout entre guillemets aligné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Après, ça peut être plein d'autres écueils. Alors, j'ai bien cheminé avec cette question du fake it until you make it. Et avec... comment ça s'appelle la création d'un alter ego. Je sais pas si ça te parle, du coup, je sais pas si vous savez, mais Beyoncé a un alter ego qui est la version, entre guillemets, euh, next level, le niveau supérieur d'elle, et du coup qui lui permet d'être, d'aller, de tendre vers ce niveau-là. Et en fait, ce qui s'est passé, moi, j'ai cheminé avec ça parce que j'avais vu dans un atelier quelqu'un qui proposait de faire ça avec une IA. Donc j'avais fait mon avatar, enfin mon alter ego IA. Et en fait, c'était flat, c'était plat. Tu vois, je faisais des choses, mais en fait, c'était hyper pas connecté, c'était pas aligné. Et à un moment, j'ai arrêté parce que je sentais que j'étais vraiment pas dans ce, enfin, que ça ne m'apportait rien du tout, parce que c'était vraiment connecté avec le mental. Et aujourd'hui, en fait, ce que je fais avec mes clientes, c'est qu'on va connecter avec sa leader intérieure. Et on va pas connecter avec le mental, on va connecter avec le corps, avec les émotions. Et ça peut sembler être la même chose, mais du coup, la connexion, elle n'est pas au même endroit énergétiquement parlant. Et donc, c'est beaucoup plus pérenne de, comment dire, de tendre vers cette version de soi intérieure que vers cette version de soi idéalisée et mentalisée. Et c'est vrai que j'ai eu des résultats avec des clientes qui ont été assez extraordinaires par rapport à ce que moi j'ai pu vivre sur cette version plus mentalisée. Donc tu parlais de faire des erreurs. Je cherche d'autres exemples. Euh, je dirais que parfois, on a l'impression de le faire par amour pour soi, et parfois ça va être plutôt une autre partie de soi qui va parler. Des blessures qui sont pas refermées, des parts égaux de soi, et sur le coup ça peut sembler une bonne idée, mais il peut y avoir des conséquences qui vont être pas forcément agréables. Euh, et on se rend compte finalement a posteriori du cheminement qui s'est passé. Euh, alors, j'ai un exemple par rapport à ça. À la fois, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste que c'était le chemin par lequel je devais passer. Après mon burn-out, donc j'ai fait une formation de coach parce que j'étais attirée par le développement personnel. Et en fait, quand je me suis mise à mon compte, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je peux faire qui est chouette, qui est aligné, etc. Et donc, je me suis formée à la reconversion professionnelle pour accompagner les profs dans leur cheminement de reconversion. Et en fait, ce que je ne voyais pas, parce que moi, ça me semblait naturel, et puis dans la lignée, ce que je ne voyais pas, c'est qu'en fait, c'est mon syndrome du sauveur qui parlait à ce moment-là. Parce que je n'avais pas résolu mon histoire de oh là là, mon enfance était injuste, et du coup, je n'ai pas été moi sauvée, donc je vais sauver les gens qui sont en détresse, etc. Je pensais le faire pour moi, et finalement, c'est ma part blessée qui s'incarnait dans le syndrome du sauveur qui parlait à ce moment-là. Donc, c'était pas une mauvaise chose parce que je m'en suis rendu compte que quand j'ai travaillé sur mon histoire, évidemment, ça m'a sauté aux yeux cette histoire d'injustice, syndrome du sauveur et tout, et que comme j'avais gagné un niveau supplémentaire en amour de moi, en connaissance de moi, j'ai eu le courage de dire ok, il va falloir que j'arrête cette activité. J'adore aider les profs, je sais qu'il y a énormément de souffrance, de douleur, mais par contre, par amour pour moi, je me sens pas alignée avec cette activité-là.
Donc voilà, c'est pour apporter peut-être une réponse plus nuancée sur cette question de ok, on le fait par amour pour soi, ou est-ce que c'est une blessure non guérie qui du coup parle à travers nous, qui nous dit hey, viens guérir ta blessure plutôt que d'aller sauver les autres. Et je trouve que les autres sont un très beau miroir aussi de ce qu'on veut pas voir chez nous. Et ça aussi, c'est un joli travail d'amour pour soi, justement, d'aller peut-être comprendre ce qui se cache dans. Bah, parfois, on croise une personne et je la sens pas, celle-ci. Il y a un truc qui me tique. Bah, évidemment, elle vient réveiller un truc en toi qui est pas hyper aligné, qui est pas encore, où tu n'as pas encore enlevé la couche nécessaire pour t'en libérer. Et bien sûr, la vie, elle est maligne. Elle est là pour te montrer que le chemin, il est encore à parcourir. Mais ça demande, voilà, du temps. Comme tu peux le voir, je m'auto-analyse énormément. Et à la fois, ça me passionne. Donc, d'ailleurs, quand j'allais voir la psy, elle me disait que j'avais tendance à poser les questions et à donner les réponses juste après. Parce qu'en fait, verbaliser, ça m'amène à trouver les réponses. Donc voilà. Génial. Génial, c'est hyper intéressant tout ce que tu as partagé. Effectivement, je me reconnais dans le fait d'être toujours dans une introspection permanente et du coup de se poser des questions et ce qui amène du coup les réponses. Et je trouvais hyper intéressant que tu pointes sur un schéma qui est hyper courant, le fait d'agir depuis un espace de blessure. En fait, on pense qu'on le fait pour soi, alors qu'en fait, c'est vraiment depuis un espace blessé. Ça, c'est hyper courant. Et une des clés d'alignement, même si elle est pas facile, elle est intransigeante, c'est ne faire les choses que pour soi. C'est un message que partage énormément ma mentor Laura Nathalie. Elle dit on ne fait les choses que pour soi. C'est-à-dire que c'est le fait d'agir d'abord pour soi. Bien sûr, on peut faire les choses pour les autres, mais il faut qu'à un endroit ça nous nourrisse en fait. Et quand elle fait des projets communs, elle va demander à chaque personne qui participe au projet dans lequel elle est, pourquoi est-ce que tu participes à ce projet? Qu'est-ce que ça vient nourrir chez toi? Vraiment pour que chacun soit connecté à cette énergie-là. Hein. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nourrit ta relation à toi-même, que ce soit au quotidien, enfin en tout cas de façon assez régulière, même si c'est pas tous les jours? Très bonne question. Non mais c'est intéressant de voir comment est-ce que on continue en fait à nourrir la relation qu'on a avec soi-même. Et je dirais que j'ai une pratique d'écriture. Je fais du flow de pensée. Je sais pas si tu connais, du journaling, quasiment tous les jours. Et ça me permet vraiment de me reconnecter avec quel est mon niveau d'énergie aujourd'hui, qu'est-ce qui m'enquiquine, qu'est-ce qui traîne voilà, dans le mental pour vraiment le poser sur le papier et et avoir un point de vue, vraiment prendre de la hauteur par rapport à ça. Ensuite, qu'est-ce qui me nourrit? Le mouvement, le sport, la danse. Pas comme quelque chose de nécessaire biologiquement, mais comme quelque chose que j'aime et qui me fait du bien. Parce que souvent on associe le sport à la contrainte, des choses comme ça, mais en fait, quand tu trouves le sport qui te fait du bien, déjà tu sais que c'est nécessaire. Dans notre société où on est toujours sédentaire, évidemment il faut bouger, mais encore plus quand tu trouves quelque chose qui te fait du bien, et ça vient reconnecter au plaisir. Je parle du plaisir, c'est vrai que moi la joie c'est quelque chose que j'entretiens à chaque instant au maximum par les petites choses, les petits détails du quotidien, les lumières, les fleurs, les insectes, les petits moments de joie. C'est vraiment, je vais pas dire conditionner mon cerveau, mais j'ai pris l'habitude d'avoir la conscience que ces moments sont hyper précieux et donc ça vient nourrir ma jauge de joie, de plaisir. Aujourd'hui, j'assume prendre du temps pour moi, toute seule, d'aller au spa toute seule, de faire des sorties pour moi, d'aller voir des expos toute seule, parce que déjà j'en ai besoin, ça fait partie de mon fonctionnement. Et à la fois, c'est aussi des rendez-vous avec moi-même où je me dis, je fais des choses qui me font plaisir.
Et tu vois, ça, c'est pas naturel chez les femmes. Moi, j'en discute avec mes amis qui sont pas entrepreneurs, et ben prendre du temps pour elles, juste pour elles, eh ben ça veut dire mettre sa famille de côté. Penser en second à sa famille. Oh, mais quelle trahison! Ben non, en fait, la personne avec qui tu vis en premier et jusqu'à la fin de ta vie, c'est toi. Donc cette relation, elle se crée, elle s'entretient, et je trouve que ces moments, voilà, de prendre soin de soi, soin de son énergie, soin de ses émotions, soin de son corps, faire les choses qui nous font du bien, qui nous épanouissent, bah c'est aussi honorer cette relation avec soi. C'est c'est tout l'enjeu finalement de ce podcast, c'est comment est-ce que euh, bah malgré tout ce qui s'est passé dans notre histoire, dans notre vie, dans les relations qu'on a, comment est-ce que je reste ancrée et alignée sur, bah oui, je prends soin de moi, ce n'est pas égoïste, c'est normal. Et c'est plus on va en parler, plus on va rendre naturel le fait que, d'abord, prendre soin de soi, c'est une base essentielle. Prendre soin de ses émotions, et le fait d'avoir accompagné énormément d'enseignants dans la souffrance de leur métier, bah, illustre bien ce fait que les femmes sont, notamment les femmes qui sont dans le soin, dans le bien-être, voilà, dans l'attention aux autres, et ben elles ont cette tendance à s'oublier et à faire d'abord pour les autres avant de faire pour soi. Et bah, le corps qui est bien fait, il est là pour rappeler aussi que ben, il y a des besoins qui sont physiologiques, il y a des besoins qui sont émotionnels, il y a des besoins qui sont d'ordre plus spirituel aussi. Et en fait, quand on ne les écoute pas, bah, il y a des choses qui se passent, des problèmes de santé. Et puis même, c'est aussi comment est-ce on conceptualise le fonctionnement de l'univers. Mais c'est vrai que quand, enfin, quand on parle de la loi de l'attraction, c'est aussi ça. La manifestation, c'est ok, comment je m'aime moi pour ensuite être la personne qui va réaliser, obtenir autre chose. Mais ça commence par soi. Et c'est vrai que dans mes accompagnements, c'est à chaque fois, c'est la première étape, c'est de revenir à soi, revenir à sa flamme, à ce qui nous fait vibrer, à son pourquoi. Et comment est-ce que je sécurise, je mets en sécurité bah, ce trésor unique qui est mon carburant premier. Comment est-ce que je mets des limites? Comment est-ce que je prends du temps pour l'honorer, pour remplir cette jauge? Parce qu'en fait, c'est entre guillemets contre nature par rapport à à l'éducation qu'on a pu avoir, par rapport à l'éducation aussi à l'école. J'y ai été, donc j'ai été au cœur de ce fonctionnement, mais on a encore énormément de choses à, à changer pour que on prenne conscience que le monde ira beaucoup mieux quand chacun prendra d'abord soin de ses besoins avant d'aller s'occuper des besoins des voisins. Et c'est ça. C'est vraiment un message essentiel. Effectivement, nous les femmes, on est vraiment éduquées dans cette société patriarcale à se faire toujours passer en second, à développer un grand sens du sacrifice. Mais comme tu dis, c'est primordial de prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou voilà, ou mentalement, à tous les niveaux en termes de santé. Et ce que beaucoup de personnes n'ont pas conscience, c'est qu'elles oublient, beaucoup de femmes, c'est qu'en fait, quand on est vraiment bien avec soi-même, quand on est aligné, ça va rayonner sur notre famille, sur notre entourage, sur tout le monde. Moi-même, je le constate au quotidien. Les jours où je me réveille et que je commence par prendre soin de moi avant de démarrer ma journée, avant d'aller travailler, j'ai une qualité de présence qui est énorme et que je n'ai pas quand je n'ai pas pris soin de moi avant de démarrer vraiment ma journée de travail. Et on le voit aussi, on connaît tous des personnes qui ont cette aura, cette présence. Et en fait, ça commence par l'ancrage de moi avec moi-même, tout simplement. Et c'est quelque chose qui se travaille, qui se développe petit à petit dans la qualité de ma relation avec moi-même, dans la qualité de comment est-ce que je me parle à moi-même, comment est-ce que je m'encourage, comment est-ce que je suis
pleinement présente, comment je me laisse pas parasiter par des idées ou par des pensées annexes, etc. Donc c'est vraiment un travail du quotidien, je dirais. Et en résumé, pour toi, s'aimer vraiment, ça veut dire quoi? S'aimer vraiment, pour moi, ça va être assumer ses idées, assumer ses choix et savoir dire non, même si la personne en face peut être un peu frustrée. Et ça, je pense que c'est... on en revient à la question de est-ce que je m'aime assez pour? Si je m'aime assez pour dire non à une personne et accepter qu'elle soit frustrée, dérangée, etc., mais rester dans mon axe, et là, on peut dire que l'on s'aime vraiment parce que l'on se respecte en premier et on s'honore finalement de respecter ses pensées, ses choix et ses convictions. Et puis c'est une relation qui s'entretient. S'aimer vraiment, c'est je vais dire un peu comme une relation de couple, c'est vraiment quelque chose qui s'entretient au quotidien. Comment est-ce que je me parle? Comment est-ce que je prends soin de moi? Comment est-ce que je prends du temps pour moi, avec moi, juste pour moi, de manière égoïste et égocentrée? Oui. Mais en fait, non, c'est pas, ça a pas, enfin, c'est comment est-ce que la société va changer ce regard sur si je prends du temps pour moi, je serai beaucoup plus disponible pour les autres. Et ça, on le sent énormément dans la maternité et dans la parentalité que c'est facile de se sacrifier pour ses enfants. Ça demande du courage finalement de s'assumer, de s'aimer soi et de se faire passer en premier. Mais par contre, la qualité de présence, la qualité de relation, elle est tellement plus amplifiée quand nous, on a nos jauges qui sont remplies. Et qu'on ne demande pas aux autres de remplir nos jauges. Parce qu'il y a ça aussi dans l'amour. Parfois, on projette sur les autres nos propres besoins comme si c'était à eux de remplir cette jauge. Mais en fait, non. Le véritable amour pour soi, c'est j'apprends à moi-même remplir ma jauge et je ne demande pas aux autres. Je ne laisse pas la responsabilité aux autres de remplir ma jauge d'amour. C'est à moi de le faire. Merci beaucoup. Finalement, apprendre à s'aimer, c'est aussi se responsabiliser dans sa relation à soi. Hein. Merci beaucoup pour ce partage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si vous voulez suivre le prochain épisode du podcast L'Art du Self-Love, abonnez-vous.